Bonjour, donc cette séquence s'adresse principalement au BTS CG, donc le nouveau programme, parce que le programme a été remanié en probabilité. Donc on va traiter aujourd'hui des lois de probabilité continue. Donc il sera question ce matin donc de la loi uniforme sur un intervalle AB en général. D'accord ? Donc il faut distinguer d'abord deux types de variables aléatoires. Nous avons des variables aléatoires discrètes. Ce sont des variables aléatoires qui prennent des valeurs isolées. Par exemple, lorsque vous lancez une pièce de monnaie et vous vous intéressez au nombre de fois où vous obtenez face, si vous la lancez 10 fois, si j'appelle grand X la variable aléatoire qui associe le nombre de faces obtenues, grand X va prendre toutes les valeurs entre 0 et 10, donc grand X peut être égal à 0, grand X peut être égal à 1, grand X peut être égal à 2 et grand X peut être égal à 10. Donc ça, c'est des variables aléatoires discrètes. Donc le champ d'application en général, dans le cas des lois de probabilité connues, donc la loi binomiale, bien sûr, fait appel à un phénomène discret. Autrement dit, lorsque vous avez une loi de probabilité, que lorsque une variable aléatoire grand X suit une loi binomiale, il est normal que grand X prenne des valeurs isolées. C'est pour ça qu'on dit que dans ce cas-là, la variable aléatoire grand X qui associe le nombre de succès est une variable aléatoire discrète. Donc, une variable aléatoire est discrète si elle peut prendre des valeurs isolées. Maintenant, quelle est la différence avec une variable aléatoire continue? Une variable aléatoire est continue si cette fois-ci, elle peut prendre toutes les valeurs d'un intervalle. Si par exemple vous êtes devant vous attendez par exemple un autobus et vous savez que la fréquence du passage est toutes les 15 minutes, d'accord? Donc si vous appelez grand X la variable aléatoire qui associe votre temps d'attente, vous ne pourrez pas dire que X peut être égal à, à 5 minutes et 30 secondes. Vous direz plutôt que votre temps d'attente peut être compris entre 5 et 6 minutes, entre 3 et 9 minutes. Donc, vous voyez que la variable aléatoire, cette fois-ci, elle prend toutes les valeurs d'un intervalle, on dit qu'elle est continue. On peut prendre un autre exemple. Admettons, je vais après l'illustrer au travers d'un calcul. Admettons qu'on vous dise la distance, la durée de vol entre Paris et Marseille est comprise entre 60 et 80 minutes. La durée de vol entre Paris et Marseille est comprise entre 60 et 80 minutes. Vous avez compris que dire que la durée, donc grand X dans ce cas-là, est une variable aléatoire qui associe la durée de vol. Dire que la durée que grand X égale à grand X égale à 58 minutes ou grand X égale à 46 minutes ou grand X égale à 75 minutes, c'est pas vraiment ce qu'il faut dire. Il faut plutôt dire la durée de vol est comprise entre 60 et 63 minutes, entre 65 et 68 minutes, etc., etc. Donc dans ce cas-là, on est en présence d'une variable aléatoire continue. De façon schématique, pour bien illustrer la notion de discret et de continu, si vous prenez un axe, un axe et que là vous appelez ça vous avez le 1, vous avez le 2, vous avez le 3 et vous avez le 4, d'accord? Donc ici, en supposant que ces quatre valeurs-là, je suis en présence d'un phénomène qui est comment? Discret, parce que j'ai soit cette position,
soit cette position, soit cette position, soit cette position. Autrement dit, l'ensemble des valeurs, si je dois énumérer l'ensemble des valeurs, c'est tout simplement 1, 2, 3 et 4. Donc là, le phénomène, il est discret. C'est-à-dire que pour passer de ce point-là à ce point-là, vous voyez, je suis obligé de lever le stylo. Vous voyez, je fais ça, je passe à 2, puis je passe à 3, puis je passe à 4. D'accord ? C'est comme si vous aviez une espèce de montre digitale dans laquelle vous avez effectivement ici le 1, ici le 2, le 3, c'est pas tout à fait bien, le 3, etc. Et donc vous avez la montre qui va, bien sûr, avec les graduations ici, et vous avez l'aiguille qui va avancer par saccade, autrement dit, elle va avancer de façon discrète. Elle se mettra pile devant cette graduation, pile devant cette graduation, etc. Donc ça, c'est le phénomène discret. Maintenant, si je veux représenter cette partie-là, si je veux la représenter par... si je veux représenter tous les nombres, donc là j'ai les nombres entiers. Donc vous voyez, ça c'est les nombres entiers, c'est un sous-ensemble de n. Ça c'est l'ensemble des nombres entiers, c'est l'ensemble des nombres entiers compris entre 1 et 4. L'ensemble des nombres compris entre 1 et 4, c'est 1, 2, 3 et 4. Maintenant, si je veux déterminer l'ensemble des nombres, donc ça c'est les entiers, c'est l'ensemble des entiers. Maintenant, si je veux déterminer l'ensemble des nombres réels compris entre 1 et 4, vous voyez que maintenant, entre 1 et 4, je peux refaire la même chose. Donc si je veux maintenant les représenter graphiquement, comment je fais pour représenter tous les réels entre 1 et 4, d'accord ? Entre 1 et 4. Bien sûr, il y a 1,5, il y a 2,5, il y a 3,5, il y a 1,25, 1,75, etc., etc. Donc si je veux les représenter tous graphiquement, qu'est-ce que je prends ? Je prends mon stylo et cette fois-ci, je matérialise tout ça par un trait continu. Vous voyez ? Et donc là, vous voyez, là, j'ai décrit tout le spectre entre 1 et 4. Et là, vous voyez bien que ici, le phénomène, il est comment ? Il est continu. Tout à l'heure, dans le phénomène discret, lorsque je m'étais intéressé aux entiers naturels petit n, entre 1 et 4, l'ensemble était dénombrable. Il existe exactement 4 valeurs entre 1 et 4. 4 valeurs entre 1 et 4. En revanche, entre 1 et 4 dans R, il en existe une infinité. D'accord ? Alors, schématiquement, de façon, encore une fois, c'est pour rendre les choses un peu plus, je dirais, accessibles. Admettons que je prenne ces valeurs-là, que je vais mettre dans une boîte, et j'en tire une au hasard. La probabilité de tomber sur le 2 est bien sûr 1 sur 4. La probabilité de tomber sur le 3 est encore aussi de 1 sur 4, parce que je suis dans une situation d'équiprobabilité. Autrement dit, la probabilité de trouver un nombre compris entre 1 et 2, la probabilité de trouver un nombre compris entre 1 et 2, la probabilité de trouver un nombre compris entre 1 et 2, bien sûr, entre 1 et 2, il y a le 1, il y a le 2, ça fait 0,5, ça fait 2 sur 4. À ne pas confondre avec la probabilité de trouver un nombre plus grand ou égal à 1, mais strictement plus grand ou égal à 1, mais strictement plus petit que 2. Là, ce n'est plus pareil. Quel est le nombre plus grand ou égal à 1, strictement plus petit que 2? C'est tout simplement 1 lui-même. Donc, autrement dit, il y a une seule valeur entre 1 et 2, 2 non compris. Ça fait bien 1 quart, ce qui donne 0,25. Maintenant, de façon intuitive, encore une fois, c'est une approche très schématique. Maintenant, si je me place dans le cas du phénomène continu, c'est-à-dire que maintenant, au lieu de considérer simplement les nombres entiers naturels, cette fois-ci, je vais m'intéresser à tous les réels entre 1 et 4. Et si je vous dis, j'ai combien de chances de tomber, alors bien sûr, là, je ne peux pas les représenter tous. Pour les représenter tous, je peux le faire graphiquement en traçant, comme on l'a dit tout à l'heure, un trait continu. Donc là, j'ai matérialisé tous les nombres réels, entre 1 et 4. 1 compris, 4 compris.
Cette fois-ci, si je dis quelle est la probabilité de tomber sur le 1, quelle est la probabilité de tomber sur le 2,5, ben là, la réponse, elle est relativement, de manière intuitive, on se dit, j'ai combien de valeurs égales à 1? Une seule. Parmi combien de réels possibles? Une infinité. Lorsque vous divisez 1 par un nombre infini, vous trouverez quasiment 0. Autrement dit, la probabilité de tomber sur le 1, c'est 0. La probabilité de tomber sur 2,5, c'est aussi 0. Donc ça, c'est la notion du phénomène continu. Ici, regardez bien. Ce que je peux calculer maintenant, c'est la probabilité de tomber sur, bien sûr, de tomber sur l'intervalle entre, par exemple, entre 1 et 2. Entre 1 et 2, je regarde tous les nombres, tous les réels compris entre 1 et 2. Et donc là, vous allez comprendre, donc cette partie-là, c'est tous les réels compris entre 1 et 2. Je fais ce schéma-là pour vous montrer la notion dans le cadre d'un phénomène continu. Lorsque vous avez ici une répartition uniforme, vous avez une notion de proportionnalité. Autrement dit, que représente ce que j'ai assuré là? Ça, c'est une barre de chocolat. Une part de chocolat qu'on peut mesurer à l'aide de... d'accord? Et si je prends cette partie-là, elle représente combien de la totalité? Autrement dit, elle représente bien 1, 2, 3, elle représente bien un tiers. Donc la probabilité de trouver un nombre réel compris entre 1 et 2, c'est tout simplement 1 sur 3. Alors que tout à l'heure, rappelez-vous, dans le cas d'un phénomène discret, la probabilité de tomber sur un entier compris entre 1 et 2, incompris, et 2 compris, on avait trouvé que c'était combien? 2 sur 4, c'est-à-dire 0,5. Ici, vous remarquez que la probabilité que x soit compris, allez, on va l'écrire comme ça, la probabilité que x soit plus petit ou égal à 2, la probabilité que x soit plus petit ou égal à 2, c'est tout simplement aussi un tiers. D'accord? Probabilité que x soit plus petit ou égal à 2, c'est un tiers. Maintenant, si j'écris quelle est la probabilité que x soit plus petit ou égal à 2, vous avez compris que la probabilité que x soit plus petit ou égal à 2 est tout simplement égale à la probabilité que x plus petit que 2, c'est la probabilité que x soit plus petit que 2, plus la probabilité que x soit égal à 2. Je répète, la probabilité que x soit plus petit ou égal à 2 est égale à la probabilité que x soit strictement plus petit que 2 plus la probabilité que x égale à 2. Donc ici, vous remarquez que la probabilité que x soit égal à un nombre, c'est toujours combien? C'est toujours 0. Donc là, dans le cas d'un phénomène continu, il y a un résultat très important qui dit que la probabilité que x soit plus petit ou égal à 2 est tout simplement égal à la probabilité que x soit strictement plus petit que 2. Autrement dit, la notion de strict et la notion de large n'entrent pas dans les calculs que vous ferez. À distinguer bien sûr, dans le cas d'un phénomène discret, la probabilité que x plus petit ou égal à 2, c'est p de x égale 1 plus p de x égale 2. Alors que la probabilité de x strictement plus petit que 2, dans le cas d'un phénomène discret, bien sûr, n entier naturel, toujours ici, la probabilité que x soit plus petit que 2, c'est tout simplement p de x égale 1. Alors bien sûr, encore une fois, je travaille sur l'intervalle 1, 4. Donc la probabilité que x soit strictement plus petit que 2, c'est p de x égale 1. Mais si je travaille dans n, la probabilité que x soit strictement plus petit que 2, c'est la probabilité que x égale 0 plus la probabilité que x égale 1. Donc dans le cas d'un phénomène continu, la notion stricte et la notion large n'interviennent pas. Alors bien sûr, dans ce qui va suivre, on va le voir, mais encore une fois, cette séquence-là, elle s'adresse principalement à des BTS CG, dont bien sûr au programme la notion de calcul intégral a été supprimée, donc j'essaierai d'éviter de passer par un calcul intégral dans le cadre d'un calcul d'air, etc., etc. Donc je tiens simplement à spécifier que cette démarche elle
elle est dans le but de rendre, si vous voulez, cette notion de loi continue, de variable aléatoire continue, la rendre un peu plus, on va dire, digeste. Voilà. Donc on va essayer de commencer maintenant notre chapitre. Très bien, on va maintenant définir ce qu'est une densité donc, de probabilité et la loi de probabilité associée. Alors avant ça, on va définir ce qu'est une densité de probabilité. Alors on va dire ceci, soit une fonction petit f. On va considérer donc une fonction petit f, donc soit une fonction, soit petit f donc une fonction, soit petit f une fonction, alors soit petit f une fonction de R dans R, soit petit f une fonction de R dans R, c'est-à-dire c'est un procédé qui prend un nombre réel et qui lui associe un nombre réel, d'accord? Donc soit petit f une fonction de R dans R, donc petit f est une fonction, petit f est une fonction densité, petit f est une fonction densité, si et seulement si. Donc si et seulement si. D'abord, il faut que petit f est positive sur R. Il faut que la fonction f soit positive sur R. Petit 2, f est continu sur R ou sur un intervalle inclus dans R. Donc f est continu sur R. Très rapidement, une fonction, si je représente une fonction par une courbe, si je représente une fonction ainsi, et quelque part elle reprend comme ceci, cette fonction-là est discontinue en ce point. Cette fonction-là, elle est discontinue en ce point. C'est-à-dire que pour la tracer, je prends mon crayon, je lève mon crayon et je reprends. Vous voyez, donc on dit qu'il y a une discontinuité. Alors que si vous tracez, si vous représentez une fonction par une courbe que vous tracez sans avoir à lever le stylo, par exemple comme ceci. Là, vous avez une fonction qui est continue sur cet intervalle. Si je prends l'intervalle AB, cette fonction-là est continue sur l'intervalle AB. Pourquoi? Parce que, regardez bien, pour la tracer, je la fais de façon continue. Si quelque part ici, j'ai ce qu'on appelle un point de rupture, donc là j'ai un petit rond, ça veut dire que la courbe elle arrive comme ceci ici, elle n'est pas définie en ce point, donc là on dit que là il y a une discontinuité. Et de façon beaucoup plus schématique, pour mieux le voir, si je prends une fonction inverse, si je la représente ainsi, vous voyez, donc là vous voyez très bien que cette fonction là, elle n'est pas continue en 0. Pour la tracer, je fais comme ça, je lève mon stylo et je trace la deuxième branche. Donc, une fonction densité, donc petit f est donc une fonction de densité, si elle vérifie trois conditions. Petit 1, d'abord, elle est positive sur R, ou sur un intervalle inclus dans R. Petit f est continu sur R. Et troisième point, l'air du domaine plan, l'air du domaine délimité, l'air du domaine délimité par l'axe des abscisses,
l'axe des abscisses. L'axe des abscisses. Et la courbe représentative de f est tout simplement égale à l'unité. C'est-à-dire est égale à quoi? À 1. Donc l'aire totale sous la courbe est bien entendu égale à 1. Alors, prenons, je vais vous donner un ou deux exemples de fonctions de densité. Admettons que je prenne une fonction comme celle-ci, donc je vais effacer. Je schématise. Alors, je vais prendre une fonction qui est définie ainsi. Bon, je vais faire la figure, c'est beaucoup plus facile. Alors, admettons que je fasse une figure comme ceci. Donc là, ici, je vais prendre moins 1. Là, je vais prendre 1. Donc, moins 1, 1. Et là, je vais prendre l'unité. Ici, comme ça. Et donc, je la représente ainsi. D'accord? Je la représente ainsi. On appelle ça une fonction affine par intervalle. Voilà. Là, elle fait ça. Et puis, elle fait ça. Et ensuite, elle fait ça. Alors, pourquoi ce que vous voyez ici est la représentation graphique d'une fonction de densité? Tout simplement parce que l'aire totale sous la courbe, donc est délimitée par l'axe des abscisses et la courbe, vous voyez, bien sûr, on va de moins l'infini à plus l'infini. L'aire totale sous la courbe est tout simplement égale à 1. Si on fait un tout petit peu de géométrie, donc sans rentrer dans le calcul intégral, si on fait un petit calcul, une petite opération, donc de moins l'infini à moins 1, vous voyez que l'aire totale sous la courbe est nulle, puisque vous voyez, le trait rouge et le trait noir sont confondus, n'est-ce pas? Ensuite, de 1 à plus l'infini, l'aire totale sous la courbe est tout simplement égale à 0. Et il me reste bien sûr à délimiter, à calculer l'aire sous la courbe, c'est-à-dire l'aire sous cette partie-là. Et l'aire sous cette partie-là, c'est tout simplement l'aire du grand triangle. L'aire de ce triangle-là, c'est la base 2 que multiplie la hauteur 1 divisé par 2. Donc 2 fois 1 divisé par 2, et ça fait 1. Donc ça est bien la représentation graphique d'une fonction densité. Maintenant, on peut bien sûr s'amuser à retrouver son expression mathématique. Alors, cette fonction f, donc on peut la définir en trois parties. On peut la définir entre moins l'infini et moins 1. Donc on va dire que f est ainsi défini. Donc f est ainsi défini. F est ainsi défini. Alors, donc nous avons f de x égale 0. Vous voyez, f de x égale 0 si x est plus petit ou égal à moins 1. On peut mettre plus petit ou égal ou strictement plus petit que moins 1. Donc f de x égale 0 si x est plus petit ou égal à moins 1. Ensuite, ceci est l'équation, c'est un segment, mais bien sûr quand vous prolongez, vous avez une droite. Et vous avez la droite d'équation y égale moins x plus 1, on peut vérifier. Si x égale 0, et si x égale 0, y est égal à 1, donc on a bien l'ordonnée. Et ce point-là, il a pour abscisse moins 1 et pour ordonnée 0. Si vous remplacez, pardon, il a pour abscisse, là je dis des bêtises, c'est plutôt plus x plus 1. X égale 0, y égale 1, donc c'est bien. Et x égale moins 1 plus 1, ça fait 0. Donc ça, la droite qui passe par ces points-là a pour équation y égale x plus 1. Donc on écrira quoi? Que f de x est tout simplement égal à x plus 1 si x est compris
est compris, donc là je peux mettre au sens strict ou au sens large, est compris entre moins 1 et 0. Entre moins 1 et 0, f de x est tout simplement égal à x plus 1. Alors j'ai pris bien sûr ici, quand vous remplacez x par moins 1, ça fait 0, donc elle passe bien par le point moins 1, 0. Et si vous remplacez x par moins 1 ici, vous avez bien moins 1, 0. Et enfin, la troisième partie, f de x est tout simplement égal à quoi? Alors cette fois-ci, donc c'est cette droite-là. Donc c'est la droite d'équation y égale moins x plus 1. Pourquoi moins x plus 1? Si x égale 0, ça fait bien, si x égale 0, ça fait bien 1. Et si x égale 1, moins 1 plus 1, ça fait bien 0. Donc l'équation, donc f de x est tout simplement égal à moins x plus 1, si, cette fois-ci, x est plus grand ou égal à 1. Donc là, j'ai dit des bêtises, si x est plus grand, donc entre moins 1 bien sûr et 0, et bien sûr entre 0 et 1, donc bien sûr moins 1, 0, plus grand ou égal entre 0, je vais y arriver, entre 0 et 1, voyez. Et ensuite, troisième partie, première partie, deuxième partie, troisième partie et quatrième partie. Et f de x égale à 0 si x est plus grand, tout simplement, ou égal à 1. Alors ici, pour être vraiment précis, on peut faire ici strictement plus petit que 1. Ici, on peut faire strictement plus petit que 0. Et ici, on peut faire strictement plus petit que 1. Mais ça ne change pas nos valeurs si je rajoute le sens strict. Donc, petit f défini ainsi est bien une densité, une fonction densité. Pourquoi? Ou plutôt une fonction densité. Pourquoi? Parce que tout simplement, elle est positive. Vous voyez, la courbe est située au-dessus de l'axe des abscisses. Vous le voyez ici, x égale 0. Lorsque x est compris entre moins 1 et 0, cette valeur-là est positive. Cette valeur-là est positive entre 0 et 1. Et bien sûr, 0 est positif. Donc, nous avons bien une fonction f qui est positive de moins l'infini à plus l'infini. Cette fonction-là, elle est bien continue. Et bien sûr, l'aire totale sur sa courbe est égal à 1. Donc ça, c'est une fonction densité puisqu'elle respecte les trois conditions précitées. Alors bien entendu, j'ouvre juste une petite parenthèse. Si vous vous amusez à calculer l'aire totale sous la courbe, vous pouvez bien sûr décomposer cet intervalle en cherchant l'intégrale de moins l'infini à moins 1 de f de x dx et ça fera 0. Ensuite, vous cherchez l'intégrale de moins 1 à 0 de f de x dx, mais dans ce cas-là, f de x c'est x plus 1, n'est-ce pas? Vous cherchez l'intégrale donc entre moins 1 et 0 et vous trouverez une valeur. Vous trouverez normalement, bien sûr, 1 demi, vous trouverez 1 demi, d'accord? Plus l'intégrale de 0 à 1 de f de x dx avec l'expression de f de x égale à quoi? Moins x plus 1. Vous calculerez donc cette intégrale et vous trouverez aussi 1 demi. Et enfin, pour finir, l'intégrale de 1 à plus l'infini de f de x dx. Et là, bien sûr, vous avez forcément 0 puisque f de x est nul. Donc l'aire totale est bien égale à 1, 0 plus 1 demi plus 1 demi plus 0, ce qui vous donne tout simplement 1. Donc ça respecte bien la troisième condition. Maintenant, on peut aussi avoir une fonction densité particulière. On va dire que pour introduire la notion de loi uniforme, on peut avoir une fonction densité définie ainsi. Par exemple, si je vous dis, j'ai la fonction f, et je reprendrai cet exemple tout à l'heure, j'ai la fonction f qui est définie ainsi, donc elle est définie comme ceci, f de x est égal à 1/20, f de x est égal à 1/20 si x est compris entre 60 et 80, et f de x est égal à 0 partout ailleurs. D'accord? Et f de x est égal à 0 ailleurs. D'accord? En anglais, on dit elsewhere.
D'accord? Donc égale à 0 partout ailleurs. Donc ici, comment je représente cette fonction-là? Ben, je la représente ainsi. J'ai forcément, vous avez compris qu'elle est nulle, jusqu'à combien? Jusqu'à 60. Donc là, je ne le fais pas à l'échelle. Hein. 60, 70, 65, 70, 75, 80. Je ne le fais pas à l'échelle. Donc elle est nulle de 0 à 60. Elle est nulle de 0 à 60. Voilà. Alors on va dire qu'elle 60 non compris. Ensuite, je repère le 1/20 quelque part ici, 1/20. Elle sera égale à 1/20 entre là et là. Donc ici 1/20. Voilà. Donc ici 1/20. Et là je représente en rouge pour montrer la courbe entière. Voilà. Et là ce point est compris, donc je fais un point. Ce point est compris, voilà. Donc la fonction f, qu'est-ce qu'elle fait? Elle est nulle jusqu'à 60, 60 non compris. Ensuite, entre 60 et 80, on dit qu'elle est constante. Elle est constante. Et ensuite, après 80, 80 non compris, elle est nulle. Alors pourquoi cette fonction-là est une fonction de densité? Tout simplement parce qu'elle est positive, f de x égale à 1/20, d'accord? Ou f de x égale 0, donc c'est toujours un nombre positif, quel que soit x. Ensuite, est-ce qu'elle est continue? La réponse est oui, vous voyez, elle est continue. Elle est continue, sauf en un point, sauf en ce point, d'accord? Donc, dans ma définition précédente, j'aurais pu rajouter f doit être continue, sauf en certains points. D'accord? Donc, maintenant, si je rajoute troisième condition, l'air total sous la courbe, est tout simplement égal à quoi ici? À 0. Ensuite ici à 0. Et vous avez effectivement ici l'aire du rectangle qui est égal à la largeur ici, donc 20. Que multiplie la longueur ici, qui est égale à 1/20. 20 fois 1/20 est tout simplement égal à quoi? À 1. Donc nous avons bien effectivement ici une fonction de densité, puisqu'elle vérifie donc nos trois conditions. Nous avons bien une fonction positive, nous avons bien une aire totale égale à 1. Oui, donc dans ma définition précédente, rappelez-vous, donc j'ai dit que première condition, f doit être positive. Deuxième condition, f doit être continue sur R, ou bien sûr, doit être continue sur R, hormis peut-être certains points. Hormis certains points où elle ne l'est pas. D'accord? Donc ici, et bien sûr la troisième condition, il faut que l'aire totale sous la courbe soit égale à 1. Donc cette fonction-là, si vous voulez, elle est continue, sauf en quoi? En 60 et en 80, d'accord? Mais elle est continue par ailleurs. Elle est continue entre moins l'infini et 60, entre discontinuité à 60, ensuite elle reprend entre 60 et 80, discontinuité à 80, et bien sûr elle reprend de 80 à plus l'infini. Nous avons une aire totale égale à 1, donc petit f dans ce cas-là est encore une fois une fonction de densité puisqu'elle respecte les trois conditions. Et enfin pour finir, on se rappelle la courbe de Gauss, la courbe en cloche. Vous avez une courbe qui est comme ceci. Donc ça, bien sûr, représente une fonction densité. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, l'aire totale sous la courbe, fonction continue, positive, et l'aire totale sous la courbe ici, l'aire totale sous la courbe est tout simplement égale à A. Donc vous avez en présence ici la représentation graphique d'une fonction de densité puisqu'elle respecte encore une fois les trois critères, mais ça on en parlera lorsqu'on abordera donc la loi normale, thème qui a été abordé dans notre séquence.
Très bien, donc avant de donner la définition, donc, parce que c'est le cours d'aujourd'hui, hein, de donner la définition d'une loi donc uniforme sur un intervalle AB, n'est-ce pas? Je vais reprendre l'exemple que j'ai illustré précédemment. Admettons que l'on vous dise la durée de vol entre Paris et Marseille est comprise entre 60 et 80 minutes. D'accord? Donc il y a quelqu'un qui attend, je ne sais pas moi, un parent qui attend à l'aéroport de Marseille, et donc forcément il va se demander est-ce que l'avion a du retard, est-ce que l'avion sera à l'heure, etc. Donc ce dont la compagnie a communiqué, c'est qu'on est certain que la durée de vol ne sera jamais inférieure à 60, elle ne sera jamais supérieure à 80 minutes. Donc bien sûr, vous avez compris que la personne qui va attendre, on ne peut pas déterminer de façon précise quelle sera la probabilité pour que la personne attende 10 minutes, 5 minutes, un quart d'heure, etc. Donc la question qui est posée est celle-ci. Calculer la probabilité que la personne attende pile, on va dire 62 minutes, plutôt que la durée de vol soit pile égale à 62 minutes, ça paraît quasiment impossible, on va le voir tout à l'heure. Mais on pourrait plutôt s'intéresser à la probabilité que la durée de vol soit comprise entre 60 et 65 minutes, entre 75 et 80, etc. Ce phénomène-là, là on va définir, on va introduire la notion de variable donc aléatoire continue. Ce que l'on sait, c'est que la chose dont on est sûr, c'est que la probabilité pour que la durée de vol, soit, on va dire, strictement inférieure à 60 minutes. La compagnie nous a garanti que la durée de vol Paris-Marseille, c'est entre 60 et 80 minutes. Donc la probabilité que la durée de vol est strictement inférieure à 60, elle est forcément égale à 0. Ensuite, la probabilité que la durée de vol soit comprise entre 60 et 80, là, on a la garantie que la durée de vol est nécessairement, de façon certaine, comprise entre 60 et 80, donc cette probabilité-là est forcément égale à combien? À 1. Et enfin, la probabilité que la durée de vol soit supérieure à 80 est tout simplement égale à 0. Cette situation-là, on peut donc la modéliser. On va donc utiliser ce qu'on appelle une fonction densité, celle de tout à l'heure. On peut donc définir une fonction f. Définir par f de x égale combien? F de x égale 0. F de x égale 0 si x est strictement plus petit que 60. Et f de x égale à 1/20 si x est compris entre 60 et 80. Et enfin, f de x égale à 0 si x est strictement plus grand que 80. D'accord? Si x est strictement plus grand que 80. Si je représente graphiquement cette fonction f, j'aurai le graphique que j'ai tracé précédemment, donc je le fais de façon schématique. Ici, donc, encore une fois, je ne le prends pas à l'échelle, donc là je commence directement à 80, à 60, pardon, 65, 70, 75, 80. Et ensuite, ici, quelque part ici, j'ai 1/20. D'accord? Je vais donc représenter cette fonction-là, comme je l'ai fait tout à l'heure. Donc ici, on a dit que là, c'est 1/20, elle est constante. Ici, elle est nulle. 60 non compris.
donc discontinuité à 60. 80 non compris, discontinuité à 80. Donc la fonction, elle est continue sur R, sauf pour deux valeurs, 60 et 80. Pourquoi c'est une fonction densité? Tout simplement parce que l'aire totale sous la courbe, on l'a vu tout à l'heure, l'aire totale sous la courbe est bien égale à 1, puisque ici vous avez bien 20, que multiplie 1/20, ça vous fait bien une aire totale égale à 1. Alors maintenant, puisqu'on a modélisé cette situation-là, on peut bien sûr dire, regardez bien, la probabilité, regardez, probabilité et R sous la courbe, ce sont deux choses identiques. La probabilité que x soit plus petit que 60, c'est 0. Donc l'air sous la courbe, c'est 0. La probabilité que x soit plus grand que 80, l'air sous la courbe, c'est 0. Maintenant, la probabilité que x soit entre 60 et 80, essayons de calculer l'aire sous la courbe. Ben, vous avez compris que l'aire sur cette courbe-là, c'est tout simplement cette aire-là. C'est l'aire de ce rectangle. Et on a fait le calcul tout à l'heure. Et on a trouvé combien? 1. Maintenant, regardez. Si, là, on parle de loi continue uniforme. Pourquoi? Parce qu'en réalité, il est clair que la probabilité que la durée de vol soit comprise entre 60 et 65 et 70 doit être exactement la même que la probabilité que la durée de vol soit comprise entre combien et combien? Entre 75 et 80. Pourquoi? Parce que nous avons effectivement une probabilité qui est associée à une R, mais comme la fonction ici est constante, donc la répartition, l'aire est identique, autrement dit, nous avons un phénomène de proportionnalité. Cette aire-là et cette aire-là sont bien des aires égales. Donc la probabilité que la durée de vol soit comprise entre 65 et 70 est tout simplement égale à la probabilité que la durée de vol soit comprise entre 75 et 80. Autrement dit, l'aire de cette portion-là, l'aire c'est combien ici? Nous avons ici, donc on va la calculer cette probabilité, puisqu'on a modélisé le phénomène. Donc ici, je peux m'amuser à calculer donc la probabilité que x soit compris entre 60 et 65. La probabilité que x soit comprise entre 60 et 65, c'est l'aire de cette région-là. L'aire de cette région-là, c'est la largeur, ici. La largeur qui est égale à combien? À 5. 60, pardon, j'ai écrit 60, non, c'est plutôt, je vais conserver, 65 à 70, ok? 65 à 70, d'accord? 65 à 70. L'aire, donc cette largeur-là, cette longueur-là est égale tout simplement à 5, 70 moins 65, d'accord? 70 que multiplie la longueur qui est là, c'est-à-dire 1/20. Donc la probabilité que la durée de vol soit comprise entre 65 et 70 minutes est tout simplement égale à 5 sur 20, c'est-à-dire un quart, ce qui est logique. Cette région assurée représente bien un quart de l'aire totale. Et bien sûr, vous retrouvez cette probabilité-là est aussi égale à la probabilité que quoi? Que la durée de vol soit comprise entre quoi et quoi? 75 et 80. Ok? Pourquoi? Parce que 80 moins 75, ça fait 5. 5 fois 1/20, ça fait 5/20. Et ça vous donne bien un quart. Et maintenant, bien sûr, encore une fois, on peut faire ce calcul-là avec du calcul intégral, mais encore une fois, on quitte le référentiel, parce qu'encore une fois, cette séquence, elle s'adresse principalement au nouveau BTS CG. Autrement dit, qui tient compte de la réforme, qui tient compte de la disparition du calcul de primitive et du calcul intégral, puisque ça a été effectivement le cas pour les années antérieures, et le programme a été remanié. Donc la nouvelle promotion, ceux qui vont passer le BTS dans maintenant combien, 4 mois, 5 mois, n'auront effectivement plus à calculer l'intégral. Alors,
là vous allez comprendre que si je vous demande de me calculer la probabilité que la durée de vol soit égale à 65 minutes pile, 65 minutes pile, il faut bien sûr calculer l'aire associé à un rectangle de longueur 65, de largeur. Alors en réalité c'est quoi x égale à 65? C'est x compris entre 65 et 65. 65. C'est tout simplement 0 que multiplie un vingtième, puisque 65 c'est là, 65 c'est là. Quelle est l'aire de ce bâton-là? Ce bâton-là a une largeur nulle, donc l'aire qu'il porte est nulle. Donc P de x égale 65. P de x égale 65. Et tout simplement égal à P de x égale 64,89 égale à 64, à P de x égale P de x égale 64,89. P de x égale 64,89 égale à P de x égale 64,88, etc., etc. Autrement dit, l'avion a autant de chances d'atterrir dans 65 minutes, dans 64, 80 minutes, etc., etc., etc. Autrement dit, il y a combien d'horaires possibles entre 60 et 80? Une infinité, n'est-ce pas? Et il y a combien d'horaires égales à 65 piles? Un seul, donc 1 sur l'infini, ce qui donne bien sûr une probabilité égale à 0. Et vous le voyez soit en raisonnant par rapport à R, en disant que la valeur 65 représente combien par rapport à toutes les valeurs entre 60 et 80, elle représente 1 parmi une infinité. C'est ce qu'on a montré tout à l'heure lorsque j'ai fait le petit schéma avec l'axe dans lequel j'ai repéré 1, 2, 3, 4 dans N et 1 jusqu'à 4 dans R. D'accord? Et bien sûr, vous le voyez encore mieux, P de x égale 65, vous calculez l'aire délimitée par 65, cette aire-là est égale à 0. Et donc maintenant on arrive au résultat précédent. Ce qui veut dire que cette fois-ci, si on me demande de calculer la probabilité que x soit plus petit ou égal à 65, on a compris que P de x est plus petit ou égal à 65 est tout simplement égal à P de x strictement plus petit que 65 plus P de x égale 65. Et donc on arrive à un résultat intéressant, on en avait parlé précédemment. Donc ici on a dit que ça fait toujours combien? 0, ce qui veut dire que la probabilité que x soit plus petit ou égal à 65 est tout simplement identique à la probabilité que x soit strictement plus petit que 65. D'accord? Donc le sens strict ou le sens large dans le cas d'une variable aléatoire continue, ne change pas. Autrement dit, on n'a pas à se soucier du sens strict ou large, c'est la même probabilité. Alors c'est pareil, donc ici pour calculer l'aire entre deux valeurs, P de x plus petit compris entre 65 et 70, on a dit que ça fait une largeur de 5, mais on peut voir que c'est la probabilité que x soit plus petit ou égal à 70. Donc c'est l'aire qui se trouve à gauche de 70 moins l'aire qui se trouve à gauche de 65. C'est l'aire qui se trouve à gauche de 70 moins l'aire qui se trouve à gauche de 65, mais dans ce cas présent, c'est beaucoup plus facile de regarder la différence entre 70 et 65 et faire donc 5 que multiplie un vingtième. Mais de façon générale, P de grand X compris entre petit a et petit b, c'est tout simplement grand F de b moins grand F de a.
Là, j'ai parlé de grand F sans l'avoir défini. Grand F est tout simplement le cumul des probabilités. C'est-à-dire que c'est ce qu'on appelle la fonction de répartition. Lorsque vous calculez, lorsque vous écrivez ceci, de façon discrète, si vous prenez des valeurs comme ça, xi, donc grand X, donc xi, on prend les valeurs par exemple 0, 1, 2 et 3, et là vous avez les probabilités PI, n'est-ce pas? Vous avez la probabilité PI, admettons, là j'ai 0,3, là j'ai 0,1, là j'ai 0,5, donc 6, 9, et là j'ai 0,1, d'accord? On peut calculer le cumul des probabilités, d'accord? On peut calculer le cumul, ça fait 0,3, 0,4, 0,9 et 0,1. Donc là, et 1. Donc là, c'est tout simplement grand F de petit x. C'est la fonction de répartition, c'est le cumul des probabilités. Je lis ici, quand j'écris grand F de 1, c'est quoi grand F de 1? C'est P de x plus petit ou égal à 1. C'est P de x plus petit ou égal à 1. Et P de x plus petit ou égal à 1, c'est P de x égale 0 plus P de x égale 1. Vous lisez bien 4. Vous voyez, grand F de 1, c'est 4. Si vous voulez calculer F de 2, c'est quoi F de 2? C'est P de x plus petit ou égal à 2. Donc F de 2, c'est combien? C'est 9. F de 2, c'est F de x égale 0, plus F de x égale 1, plus F de x égale 2, c'est bien 4, 4 et 5, 9. Vous lisez directement ici F de 2. Donc de façon générale, si vous écrivez P de grand X plus petit ou égal à petit x, c'est le cumul des probas. Ça s'écrit tout simplement grand F de petit x. Mais dans le cas d'une variable aléatoire continue, lorsque vous calculez P de x plus petit ou égal à petit x, donc ici, je prends une fonction de densité n'importe laquelle, n'est-ce pas? D'accord? Donc je suppose que c'est une fonction de densité, admettons qu'elle fasse ça, je dis n'importe quoi, elle fait ça, d'accord? Et donc là, vous voulez calculer la probabilité que grand X soit plus petit ou égal à petit x, qui s'écrit tout simplement grand F de x, c'est tout simplement l'aire qui se trouve à gauche de x. Voilà, c'est ça. Ce qui veut dire que quand vous avez une fonction de densité, représentée ainsi, on va prendre la courbe en cloche, donc la courbe de la loi normale, d'accord, par exemple comme ceci. Si vous cherchez à calculer cette probabilité-là, donc entre petit a et petit b, n'est-ce pas, cette probabilité-là, donc l'aire qui se trouve entre a et b, ben vous faites tout simplement ceci, P de grand X plus petit ou égal, compris entre a et b, c'est tout simplement l'aire à gauche de b, qu'on écrit comment? Grand F de B, c'est le cumul des probabilités. Donc là, c'est plus le cumul des probas au sens discret, mais au sens continu, c'est une aire. Donc vous faites l'aire totale, donc à gauche de B, moins l'aire à gauche de A. Voilà. Là, j'ai ouvert une petite parenthèse que je vais refermer tout de suite. Voilà. Donc ça, c'est pour montrer comment on traduit donc un phénomène continu. Donc dans le cas d'un phénomène continu, encore une fois, probabilité et R sont deux notions, je dirais, presque similaires. Donc on parlera de probabilité, on fera un calcul d'R. Voilà. Très bien, donc ici, on va maintenant introduire, donc on va exploiter un peu ce qu'on vient de voir de façon très particulière, et on va donner un résultat général et définir donc la loi uniforme sur un intervalle AB. Donc c'est ça qu'il faut bien retenir. Donc la définition de la loi uniforme, c'est celle-ci. La loi uniforme sur l'intervalle AB est bien sûr la loi continue, d'accord, dont la densité de probabilité petit f et la fonction constante, c'est une fonction constante, d'accord, sur l'intervalle AB, d'accord, elle est définie par, alors attention, f de x est égal à 1 sur b moins a, si bien sûr x appartient à l'intervalle AB, c'est-à-dire si x est compris entre a et b, a compris et b compris, et bien sûr f de x est tout simplement égal à 0 partout ailleurs.
Autrement dit, si on représente cette fonction-là, on peut la représenter ainsi. Je vais peut-être... Alors, est-ce que je vais effacer? Donc, on peut la représenter ainsi. Donc ici, vous avez bien sûr votre repère. Ici, vous avez petit a. Et ici, vous avez petit b. Et là, quelque part ici, rappelez-vous, vous avez bien sûr une constante. Ici, vous avez 1 sur b moins a. Et 1 sur b moins a. Donc la fonction f, elle est représentée ainsi. Elle est nulle. Jusqu'à a non compris, elle est constante, toujours égale à quoi? Toujours égale à 1 sur b moins a. Ensuite, elle est de b à plus l'infini, elle est bien sûr, elle est nulle, après b non compris. Voilà, donc ma fonction, elle est bien continue en tout point sauf en A et B. Et si vous calculez l'aire totale, l'aire ici sur la courbe c'est 0, l'aire sur la courbe c'est 0. Quelle est l'aire de cette région-là? Ça, cette longueur-là est tout simplement égale à B moins A, que multiplie 1 sur B moins A fois 1 sur B moins A, bien sûr, est bien égal à 1. Donc c'est bien une fonction de densité. Et donc, elle est définie ainsi. Et après, à partir de là, on peut calculer la probabilité que x soit compris entre temps et temps, comme on l'a fait précédemment. Très bien, donc très rapidement, il me reste 10 minutes. Donc, pour illustrer mon propos, voilà, donc la fonction de répartition, elle est définie ainsi. Rappelez-vous, c'est le cumul des probabilités. Donc, on se place à une valeur, et on va vers la gauche. Donc si x, là j'ai représenté ma fonction densité. Rappelez-vous ici, c'est toujours ici 1 sur, là c'est 1 sur b moins a, d'accord? Donc ici c'est 1 sur b moins a, ici c'est 1 sur b moins a. J'ai pris l'intervalle AB. Premier cas, x strictement plus petit que a. Ça veut dire que x se trouve de ce côté. Quelle est l'aire à gauche de x? L'aire à gauche de x est bien sûr 0, ce que j'ai représenté ici. Maintenant, lorsque x est compris entre a et b, regardez bien, x est compris entre a et b. Quelle est l'aire à gauche de x? L'aire à gauche de x, c'est l'aire de la région que j'ai hachurée en noir, plus l'aire de cette partie-là. Mais l'aire après a, c'est combien? 0, puisque l'aire sur la courbe ici est nulle. Quelle est l'aire de la région noire? C'est bien sûr, vous voyez bien ici, c'est toujours 1 sur b moins a. Ça, c'est ma largeur. Et la largeur. Donc ici, la longueur ici, 1 sur b moins a. Et la largeur, c'est quoi? Comment vous faites pour mesurer ça? Eh bien, vous faites quoi? X moins a. C'est ce que j'ai écrit ici. Donc x moins a, que multiplie bien sûr que multiplie 1 sur b moins a, c'est-à-dire x moins a sur b moins a. Je répète, pour trouver l'aire totale à gauche de x, c'est l'aire jusqu'ici, c'est 0, et l'aire de cette région hachurée, c'est x moins a, que multiplie 1 sur b moins a. Donc ça vous donne x moins a sur b moins a. Enfin, si x est plus grand que b strictement, ça veut dire que si x est de ce côté, l'aire totale c'est quoi? C'est l'aire de x à b, c'est 0. De b à a, rappelez-vous, ici c'est toujours 1 sur b moins a. L'aire de b à a, bien sûr, c'est l'aire du rectangle entier, b moins a fois 1 sur b moins a, donc b moins a sur b moins a, ça fait bien sûr 1, plus 0. Et donc ça vous donne bien une aire totale égale à 1. Voilà donc la fonction de répartition dans le cas d'une loi uniforme sur l'intervalle AB. Alors pour finir, on va donc donner l'espérance mathématique et la variance dans le cas d'une loi uniforme sur l'intervalle AB. Très bien, il me reste 3 minutes. Alors donc l'espérance mathématique d'une variable aléatoire grand X qui suit donc la loi uniforme sur l'intervalle AB, l'espérance mathématique E de X, c'est A plus B divisé par 2. La variance de X c'est B moins A au carré sur 12.
Bien sûr, l'écart type, c'est tout simplement la racine carrée de la variance. Bien sûr, je n'ai pas fait de calcul intégral car cette séquence s'adresse pour les BTS-CG et bien sûr, le calcul intégral n'est pas au programme de BTS-CG. Je vous montre simplement le calcul que vous pourrez faire si vous êtes intéressé. Donc voilà très rapidement comment on peut calculer l'espérance mathématique et la variance dans le cas d'une loi uniforme sur l'intervalle AB. Donc voilà, je vous laisse. Voilà. Voilà, donc ceci complète la séquence sur la loi uniforme. Donc ça a été un petit peu haché. Voilà, donc je vous dis à une prochaine vidéo pour toujours vous accompagner dans votre formation. N'hésitez pas, bien sûr, à laisser vos commentaires et je vous dis à très bientôt. Allez, tenez bon.